Tout au long de la première saison, ils nous ont partagé leurs doutes, leurs succès et leurs échecs. Revenons aujourd'hui sur les conseils que les 9 experts que j'ai interviewés nous ont donnés. Bienvenue dans le Café du Projet, le podcast inspirant sur la gestion de projet, le leadership et la communication. Le premier mardi de chaque mois, nous accueillons des experts dans leur domaine. Ils dévoilent leurs compétences pour animer des équipes, faire avancer des projets, mais aussi accompagner leurs clients vers la réussite. Bienvenue dans cet épisode spécial du Café du Projet. Je suis Nicolas et aujourd'hui, nous nous replongeons dans les moments forts de la saison 1, explorant comment chaque sujet a enrichi notre compréhension de la gestion de projet. Je vous donnerai aussi mon point de vue et je partagerai avec vous mon expérience sur ces sujets. Au cœur de notre première saison se trouve un thème central, la façon dont la confiance, la collaboration et la créativité façonnent nos pratiques de gestion de projet. À travers chaque épisode, nous avons exploré comment ces éléments s'entrelacent pour créer des équipes dynamiques et des projets réussis. Dans notre premier épisode, nous avons plongé avec Hélène Carberenez dans l'importance de la confiance en soi en gestion de projet. Nous avons exploré comment la confiance en soi est la pierre angulaire sur laquelle repose notre capacité à prendre des décisions éclairées, à inspirer les autres et à naviguer avec succès à travers les défis. La confiance en soi va l'aider à mieux piloter parce que quand il est dans sa confiance en lui, il l'incarne. Il l'incarne dans ses comportements, dans ses mots, dans l'élaboration de ses choix. Et du coup, en l'incarnant, il génère la confiance des autres, leur confiance en lui, pilote de projet, et leur confiance en eux-mêmes, équipe projet. Et ça vaut pour toutes les parties prenantes. Je parle de l'équipe projet, ça vaut aussi pour les clients, pour d'autres partenaires sur le projet. Dans mon cas, je me souviens d'une mission difficile il y a plusieurs années où j'ai fortement douté de mes compétences. Sur le moment, ça a été très difficile à vivre. C'est après une analyse approfondie de la situation que j'ai compris que mes compétences n'étaient pas le problème principal. Effectivement, mon client me demandait de piloter 9 projets en parallèle, tous bien sûr de nature et de complexité différentes qui, pour être gérés efficacement, auraient demandé 2 chefs de projet supplémentaires. Dans le deuxième épisode, nous avons élargi notre perspective avec Tanguy Le Dantec en intégrant une dimension environnementale dans nos projets. Nous avons examiné comment la durabilité et la responsabilité environnementale peuvent devenir des catalyseurs de changements positifs dans nos pratiques de gestion de projet. Avec une conviction profonde, c'est que les chefs de projet ont un rôle à jouer majeur, stratégique, dans la transition environnementale dans laquelle on est, puisque les chefs de projet, les PMO, on sait faire des choses, on sait faire changer les choses vite et concrètement. Et s'il y a bien quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est de changer vite et concrètement. Ces dernières années, plusieurs projets sur lesquels j'intervenais ont nécessité des déplacements en avion pour une journée, 2 tout au plus. J'aurais aimé pouvoir tracer les conséquences environnementales de ces déplacements, parfois inutiles compte tenu du temps requis sur place, et mettre en avant l'impact carbone du projet. Ceci dit, je continue à penser que le contact physique avec les équipes est extrêmement important pour piloter efficacement et construire la confiance nécessaire à la bonne conduite des projets. Notre exploration nous a ensuite mené vers l'aïkido verbal, un outil puissant pour passer du conflit à la collaboration. Grâce à Luke Archer, nous avons découvert comment l'écoute active, l'empathie et la communication non violente peuvent transformer les frictions en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. C'est une danse. Alors déjà, il faut commencer par cette idée, c'est que pas 1, 2, 3, c'est terminé. Non, il s'agit d'une danse entre certaines postures. Donc les postures, c'est la posture moi, toi et nous. On va les appeler la posture 1, la posture 2, la posture 3. Je pense que c'est une façon simple de comprendre que 1 plus 2 égale 3, donc moi plus toi égale nous. Et c'est en fait une danse, donc on va pouvoir faire une posture moi, peut-être pour me recentrer, toi pour mieux comprendre où tu en es, peut-être je reviens sur moi, toi, jusqu'à ce qu'il y ait un nous qui se développe et qu'on va proposer. Encore, ça peut fonctionner ou ça peut pas fonctionner, mais si ça fonctionne pas, on revient à la posture 1, 2, 1, 2. Bien que j'essaie de le pratiquer au quotidien, je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre en œuvre l'aïkido verbal dans une situation spécifique. Je me souviens toutefois d'une expérience, lorsque j'étais responsable d'une association où j'ai dû gérer un conflit entre 2 personnes de mon équipe. L'une et l'autre avaient des personnalités bien affirmées, et c'est en prenant le recul nécessaire, en écoutant et en faisant preuve de patience que nous avons trouvé des solutions et désamorcé le conflit. Concrètement, j'ai commencé par prendre connaissance de la situation avant d'écouter, calmement, chacune des 2 personnes. Je voulais connaître leur point de vue à chacune et comprendre la cause profonde du conflit. En clair, une succession de malentendus était venue détériorer la relation. Ayant compris cela, j'ai ensuite réalisé un call à 3
et j'ai exposé le problème en expliquant que le but était de se dire les choses, de comprendre ce que chacune des personnes se reprochait et d'en ressortir grandi, sans ressentiment. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, ces deux personnes collaborent encore très régulièrement l'une avec l'autre et elles s'apprécient mutuellement. Je suis d'ailleurs sûr qu'elles ont toutes les deux oublié cet événement. Dans le 4e épisode, nous avons mis en lumière l'importance de la reconnaissance dans la motivation des équipes. Nous avons exploré avec Nicolas Sabatier comment un simple merci ou une appréciation sincère peuvent renforcer le moral et favoriser un environnement de travail productif et positif. En fait, la reconnaissance, c'est une question de regard que portent les uns sur les autres. Donc, il faut que je réfléchisse sous cet angle-là, sur mes problématiques de reconnaissance. Et donc, la reconnaissance, à la fois, c'est une problématique qui est personnelle, c'est-à-dire, on m'accorde de la reconnaissance quand je reçois tel signal. C'est ça mon canal de reconnaissance. Et ensuite, il faut que ce soit telle personne qui m'apporte cette reconnaissance, ce signal, sinon je le considère pas. J'ai la chance d'occuper un rôle de manager depuis plusieurs années. Un jour, l'un de mes collaborateurs m'a demandé un rendez-vous pour discuter de son départ. Il m'a exposé la situation et a fini par m'expliquer qu'il s'en allait pour des raisons personnelles et financières. Il regrettait néanmoins de devoir mettre fin à notre collaboration, ou plutôt à la relation professionnelle que nous avions construite tous les deux. Il m'a expliqué que c'était la première fois, en plus de 20 ans d'expérience, qu'il s'était senti écouté, compris et challengé en toute bienveillance. Et pour moi, c'était la première fois qu'on me faisait un retour aussi agréable. Depuis, je suis toujours vigilant à garder cette proximité et cette attention continue à l'égard de chacun de mes collaborateurs. Et à chaque fois que le rôle de manager est difficile ou challengeant, je me souviens de cet échange. Ça me booste et ça me donne envie de me dépasser encore dans cette fonction. Notre voyage nous a également emmenés dans le monde de l'animation d'équipe de bénévoles, où la passion et le dévouement sont les moteurs du succès. Grâce à Jean-Christophe Perrault, nous avons découvert des stratégies uniques pour inspirer, motiver et coordonner ces équipes sans but lucratif vers des objectifs communs. L'important pour moi par rapport à l'équipe, c'est que chacun se sente bien là où il est et dans ce qu'il a envie de raconter. Alors évidemment, il n'y a pas de contrat de travail entre nous. Je parlerai plutôt d'un contrat moral autour de valeurs qui nous sont particulièrement chères. C'est la bienveillance, la sincérité, l'honnêteté, le respect des autres, la convivialité, le goût du partage évidemment. C'est ce que beaucoup appellent dans l'équipe l'esprit Sunset. Alors j'essaie d'être le garant de cet esprit. Pour moi d'ailleurs, ces vraies valeurs, elles ne sont pas négociables, d'autant que Sunset est basé sur une hiérarchie que je qualifierais plutôt d'horizontale. En effet, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité vraie, j'ai des doutes comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, parfois j'ai fait des mauvais choix. Voilà pourquoi je consulte beaucoup ceux qui m'entourent dans cette aventure, c'est donc un collectif où chacun apporte finalement son histoire, son vécu, ses engagements, ses convictions et puis évidemment ses idées. En 2006, j'ai créé un site internet sur le thème des séries télé. J'ai rapidement été rejoint par une équipe de passionnés, volontaires pour donner un coup de main sur le site. Dans un monde où tout va toujours plus vite, et ça, c'était avant l'arrivée de la vidéo à la demande, leur aide était la bienvenue. Néanmoins, j'étais encore très jeune et n'avais pas beaucoup d'expérience ni en gestion de projet, ni en gestion d'équipe. Heureusement, les relations humaines et la passion nous ont rapidement soudés et j'ai pu expérimenter de nombreuses techniques avec cette petite équipe. Par exemple, et bien que nous n'étions pas spécialement proches géographiquement, nous avons mis en place un petit rituel annuel. Nous nous retrouvions le temps d'une soirée pour partager un repas. Aujourd'hui, je fais la même chose, plus fréquemment, avec mon équipe. J'en profite d'ailleurs pour saluer Damien et Dorian qui écoutent sûrement cet épisode et qui m'ont aidé à travers l'aventure Serifan et à leurs dépens à développer des compétences aujourd'hui essentielles à mon métier. Dans le 6e épisode, nous avons plongé avec Sophie Prévost dans la transformation rapide des métiers de la gestion de projet. Nous avons examiné comment les tendances émergentes, telles que l'agilité et la digitalisation, redéfinissent nos rôles et nos responsabilités dans un monde en constante évolution. Alors, on a abordé plusieurs facteurs d'influence ensemble. On a parlé de la technologie. Alors, on n'a pas mentionné l'intelligence artificielle, mais très clairement, il faut se poser la question de l'avenir de nos métiers de gestionnaire de projet avec l'arrivée de ces outils d'intelligence artificielle. Il y a l'évolution de la société qu'on a abordé aussi avec bien évidemment cette notion d'impact environnemental. Donc la transformation de nos métiers, pour moi, elle est à réfléchir et elle sera de toute façon impérative, surtout avec les jeunes générations qui arrivent. Moi, j'ai pas envie que la gestion de projet ce soit le futur Kodak en fait. Donc
Nous évoluons dans ce qu'on appelle un environnement VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, j'étais déjà dans le monde de l'IT et je pilotais des projets d'infrastructure qui tournaient essentiellement autour des réseaux, du stockage, NAS, SAN ou encore de virtualisation. AWS et Azure n'existaient pas encore et l'intelligence artificielle se résumait pour moi à Jarvis dans le film Iron Man, sorti au cinéma 2 ans plus tôt. Et pourtant, j'ai fait de la veille technologique, j'ai assisté à des conférences, j'ai appris et depuis quelques années maintenant, je pilote de temps en temps des projets cloud et peut-être, d'ici peu, des projets liés à l'intelligence artificielle. Être curieux, s'intéresser au monde qui nous entoure et investir un peu de temps est bien plus intéressant et productif que de nous endormir sur nos lauriers. J'insiste, mais il est vraiment important de rester curieux et ouvert au changement dans un environnement professionnel en constante évolution. Notre exploration nous a ensuite conduit vers l'agilité, une approche dynamique qui favorise la flexibilité et l'adaptabilité. Avec Jean-Yves, nous avons découvert les principes fondamentaux de l'agilité et comment ils peuvent être appliqués pour répondre efficacement aux défis changeants du monde moderne. Alors l'agilité, c'est d'abord une autre façon d'aborder la gestion de projet. Il y a la gestion de projet dite classique. On va faire du cycle en V, c'est toutes les méthodologies qui nous ont permis de construire des ponts, des centrales nucléaires, des avions. Et dans ces méthodes classiques, on prévoit tout, on pense à tout, on donne des instructions précises sur ce qu'on doit faire dans 2 ans. L'agilité est née de cette problématique. On peut pas tout prévoir. Le client parfois change d'avis. On doit pouvoir bouger. Et donc la première chose importante, c'est qu'on va inverser les décisions sur certaines étapes du projet. Avant, le chef disait tout, pourquoi il faut le faire, comment on va le faire et quand on va le faire. Avec l'agilité, quelqu'un sera en charge du pourquoi il faut le faire, et donc il sera responsable de la valeur du produit. Et l'équipe, ceux qui vont construire, seront responsables de comment on va le faire. Donc c'est une autre façon d'aborder le projet. En 2016, alors que je ne connaissais que les méthodologies traditionnelles de gestion de projet, je suis tombé sur une équipe qui se rassemblait tous les matins, qui déplaçait des post-it sur un tableau et qui utilisait des mots barbares tels que Scrum, Sprint ou encore Poker Planning. En m'intéressant au sujet et en échangeant avec celle qui semblait être la chef de projet, en fait et je le découvrirai plus tard, c'était la Product Owner, j'ai compris que ma vision de la gestion de projet était incomplète. J'ai profité de l'occasion pour me renseigner et m'ouvrir à l'agilité, et 3 ou 4 ans plus tard, j'étais certifié Scrum Master. Aujourd'hui, j'utilise les compétences et outils dits agiles que j'ai acquis pour renforcer les méthodologies projet de type Waterfall que je mets en œuvre chez mes clients. D'ailleurs, ça marche très bien et j'ai de très bons retours à la fois de mes clients et de mes équipes. Dans le 8e épisode, nous avons abordé les défis spécifiques liés à la gestion de projets industriels. Nous avons exploré avec Nicolas Prély les meilleures pratiques pour planifier, exécuter et contrôler ces projets complexes dans des environnements changeants. Déjà, c'est être à l'écoute de ses équipes et montrer l'exemple. Moi, de mon côté, j'essaie d'écouter beaucoup les gens. Je fais attention entre guillemets à la santé mentale et le bien-être de mes équipes, parce que quand vous encadrez des gens, en fait, si tout va bien, en fait, tout est plus facile, on est plus efficace, on est plus performant, alors que ce soit pour vous, mais ça soit aussi pour toutes les équipes. Quand vous allez bien, forcément vous êtes plus efficace. Et donc si toute votre équipe va bien, toute l'équipe est performante, elle est efficace, et en plus ça travaille, ça génère une espèce d'osmose, on va dire, une synergie positive qui fait qu'on va plus vite et plus loin surtout. J'ai pas encore eu la chance de piloter un projet industriel et j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait de projets très compliqués avec beaucoup d'impact sur la production. Et pour le coup, j'ai eu l'opportunité de mener plusieurs projets pouvant impacter la production. Si je devais gérer un projet industriel demain, je le mènerais de la même façon que mes autres projets, c'est-à-dire en cherchant à identifier rapidement les enjeux et besoins derrière la solution souhaitée, en créant une structure de projet claire et suffisamment détaillée, et puis bien entendu en misant sur l'équipe projet et les relations humaines. Enfin, notre saison s'est clôturée avec Caroline Lelay en explorant les possibilités des contrats agiles. Nous avons examiné comment cette approche flexible peut favoriser une collaboration étroite entre les parties prenantes et contribuer à l'atteinte de résultats concrets dans un monde en constante évolution. Quand le client, pour le coup, il est anti-agile, malheureusement, là, la contractualisation, si on veut vraiment bosser avec ce client-là parce que son domaine d'activité nous plaît, parce qu'on a un bon feeling avec lui, on est juste par accord sur l'approche, là, si on veut vraiment collaborer, la première collaboration va devoir se faire avec un forfait qui va être pas agile, donc cahier des charges bien ficelé, entre guillemets, cycle en V, et on essaiera toutefois, en fait, de faire de l'itératif et de l'incrémental, ce qui va nous permettre d'avoir des revues clients régulières et de commencer en fait à l'amener vers quelque chose de plus agile sans même forcément des fois utiliser les termes, parce que parfois les termes font peur alors que l'activité fait moins peur. Donc autant qu'il le fasse et qu'il se dise « Ah, c'est chouette », qu'on lui dise « Je vais te faire de l'agilité » et qu'il dise « Surtout pas », alors que potentiellement il y aurait adhéré.
Donc voilà. Et donc possiblement, quand on travaille au fur et à mesure dans ce contrat qui à la base n'est pas agile, dans la collaboration, on pourra ramener à des choses un petit peu plus agiles et modifier les modes de contractualisation, soit sur un prochain projet, voire même en cours de collaboration. Les avenants de contrat, ça peut aussi servir à ça. Lorsque je me suis formé à l'agilité pour passer la certification professionnelle Scrum Master, la question des contrats agiles m'a tout de suite étonné et intéressé. Si je dois retenir 2 choses à ce sujet, c'est que 1. Une bonne collaboration avec le client est primordiale, et 2. La qualité du produit n'est pas négociable. Voilà donc un aperçu des moments forts de la saison 1 du Café du Projet, agrémenté de quelques-unes de mes expériences et perceptions. À travers ces 9 épisodes, nous avons exploré les fondements de la gestion de projet en nous appuyant sur la confiance, la collaboration et la créativité pour atteindre nos objectifs communs. Je tiens vraiment à remercier nos 9 invités et merci à vous, chers auditeurs, de vous être joints à nous dans cette aventure. Restez à l'écoute pour la saison 2 où nous continuerons à explorer de nouvelles idées et à partager des histoires inspirantes dans le monde dynamique de la gestion de projet.